Mesdames et messieurs, amis sportifs, bienvenue dans votre émission Décrypte Sport, le premier numéro de votre émission Décrypte Sport sur votre chaîne Sport Bits TV. Pour m'accompagner, nous avons le plaisir de recevoir notre consultant maison, Moustapha Sadio. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Aziz, bonsoir à notre invité, bonsoir aux téléspectateurs, aux internautes de Sport Bits TV. Merci beaucoup Tafa, et justement pour ce premier numéro de Décrypte Sport, nous avons l'immense plaisir de recevoir Ibrahima Diop, analyste vidéo du Jaraaf. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Aziz, c'est vraiment un plaisir de partager ce plateau avec vous. Un plaisir aussi de partager le plateau avec Moustapha et j'espère qu'on aura une très belle discussion. On l'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation Ibrahima. Alors avec vous, nous allons évoquer un peu votre métier d'analyste vidéo, revenir un peu aussi sur la collaboration avec le Jaraaf. Nous parlerons également de la saison des Verts et Blancs, faire un tour de l'actualité avec l'équipe nationale du junior qui est actuellement en Égypte et qui va disputer les quarts de finale de la Coupe d'Afrique contre le Bénin. Et enfin, nous essaierons de parler de l'évolution tactique globale du football moderne. Ma première question, Ibrahim, une question basique, mais certainement la réponse ne l'est pas. En quoi consiste le métier d'analyste vidéo? Effectivement, vous avez posé une question qui paraît simple, mais dont la réponse forcément sera un peu longue, parce que le métier d'analyste vidéo, déjà rappelé que c'est un nouveau métier, c'est un métier qui est né il y a une dizaine d'années. Et à quoi consiste-t-il? C'est, on va dire, un peu le prolongement de ce que fait l'entraîneur. C'est un œil supplémentaire pour l'entraîneur. Moi, au Jaraaf, mon travail consiste, on va dire, dans un premier temps, à analyser les adversaires, à préparer les adversaires pour le coach, à présenter un rapport vidéo au coach qui montre les qualités de nos adversaires, leurs faiblesses et quels sont les joueurs dominants de nos adversaires. Et l'autre aspect de mon travail, c'est par rapport aussi à notre propre équipe. Parce qu'en début de saison, il faut dire qu'il y a un projet de jeu qui est mis en place, il y a une vision que le coach met en place. Donc, on essaie de voir dans quelle mesure cette vision et ce projet est assimilé par les joueurs. Donc, globalement, ce sont ces deux facettes-là. Mais il m'arrive aussi de faire d'autres tâches, par exemple du scouting. Quand le club veut aller chercher un joueur, présenter un rapport écrit, un rapport vidéo au coach sur ses qualités, et ça permet d'affiner un peu les recherches pour le club. Donc de façon ramassée, voilà un peu sur, on va dire, sur quoi j'interviens. D'accord, justement, Tafa. Exactement, Ibrahima. Je sais qu'il y a deux types d'écoles pour les analystes vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que parfois, on les assimile vraiment à des entraîneurs, et pour d'autres, c'est très différent. Absolument, comme tu l'as dit, il y a deux écoles. Les Anglais, on va dire, ce sont des entraîneurs qui sont reconvertis en analystes vidéo. L'école française, ce sont des gens qui ne sont pas forcément du parcours d'entraîneur, qui vont à l'université pour apprendre le métier d'analyste vidéo ou bien dans des organismes privés. Comme Y-Scout peut-être. Effectivement, comme Y-Scout. Il y a aussi les métiers, une école qui s'appelle les métiers du football, Sport Business Academy. Donc il y a pas mal d'écoles qui forment sur ce métier-là. Il y a aussi des universités, comme je viens de le dire. Donc ce sont les deux canevas, on va dire, par lesquels on peut passer pour être analyste vidéo. Mais moi, dans mon cas, si tu me permets d'en parler, dans mon cas, c'est différent. Parce que nous sommes au Sénégal. Pour faire la formation à distance, il faut compter quasiment 3 000 euros. 3 000 euros, c'est pas donné. Du coup, moi, mon parcours, il est assez atypique parce que je me suis auto-formé à travers les livres, à travers Internet. J'ai analysé beaucoup de matchs, j'ai lu beaucoup de livres et à un moment donné, tu accumules de la compétence. Et quand tu accumules de la compétence, après, il y a la possibilité de te faire certifier par des organismes. Il y a un organisme qui s'appelle ONS Analyzer, donc ils m'ont certifié analyste vidéo. Donc aujourd'hui, je peux exercer en toute légitimité, on va dire. D'accord. Et justement, on va revenir un peu sur la collaboration avec le Jaraaf de Dakar. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont passés un peu les contacts? Faut savoir que le coach Youssouf Dabo, je le connaissais depuis Rufisque, parce qu'il était au Teungueth FC. On a eu de bons rapports, parce que moi j'habite Rufisque pour rappel. Donc il m'est arrivé d'analyser les matchs de son équipe, parce que je suis Rufisquois. Donc quand je vois l'équipe jouer, je propose du contenu. Une fois il est tombé dessus, il m'a contacté, on a échangé, et de fil en aiguille, on a tissé une certaine relation. Mais à Teungueth, c'était difficile de travailler ensemble, parce que sur place, il y avait un analyste qui s'appelle Moussa Kamara. Il était déjà là-bas, donc c'était difficile de prendre un autre. Et donc, quand l'opportunité du Jaraaf s'est présentée, le coach m'a appelé, il m'a dit qu'il voudrait qu'on travaille ensemble. Je ne peux pas refuser, c'est une opportunité qui ne se refuse pas. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité aujourd'hui de travailler avec le Jaraaf. Justement, on va écouter un peu l'entraîneur du Jaraaf, Youssouf Dabo, sur le travail un peu d'Ibrahima Diop.
Analyse vidéo, c'est un métier. C'est un métier qui fait partie maintenant du football moderne. Tu peux être entraîneur, avoir tous les diplômes, c'est pas pour autant que tu es analyste. Donc ils ont parfois cet œil de lynx que nous les coachs on n'a pas forcément en regardant les matchs. Donc ils sont capables de nous sortir certains détails qui peuvent nous échapper et c'est l'apport que Ibrahima nous apporte aujourd'hui dans la qualité de l'analyse des matchs, dans la qualité de l'analyse des adversaires. Voilà, il nous apporte cette touche qui peut nous permettre de gagner beaucoup plus de temps dans la préparation des matchs et aussi dans l'amélioration de notre comportement en tant qu'équipe et individuellement aussi certains joueurs. Qu'on arrive à, voilà, il fait certains montages individuels pour certains joueurs. Ça les permet aussi, eux, en tant que joueurs, de se regarder, de voir sur quel point ils peuvent s'améliorer. Donc c'est important d'avoir un mec comme Ibrahima, déjà qui est très méthodique dans son travail, qui est aussi très passionné. C'est important d'avoir cette passion, parce que la passion c'est un moteur dans ce qu'on fait. Donc quand tu as la passion par rapport à ce que tu fais, tu es capable de le faire avec beaucoup d'amour. Et je pense que voilà, il a cette passion, donc il nous apporte ce plus. Maintenant, on sait que le football, il n'y a pas que le terrain. Il n'y a pas que le terrain, il y a des hommes de l'ombre, comme on dit. Et lui, il en fait partie. Et comme je l'ai dit, il nous permet de gagner du temps dans la préparation, dans la mise en place de certaines choses. Et moi, je suis content de l'avoir avec nous. J'ai failli travailler avec lui l'année dernière à Rufisque. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'on avait déjà quelqu'un. Et quand je suis arrivé au Giraffe, j'ai vu que c'était vide. Voilà, en tout cas, il n'y avait pas d'analyse vidéo. Donc j'ai fait appel à lui. Avec l'accord des dirigeants, on a trouvé un accord et on est en train de bien travailler. Nous venons d'écouter un peu l'entraîneur du Giraffe et j'ai envie de demander aussi à Ibrahima son ressenti aussi par rapport à ce que ressentent les joueurs par rapport à l'analyse vidéo. On sait que c'est un métier novateur. Comment les joueurs et l'entraîneur même essaient de réceptionner un peu les messages que vous leur donnez? Par rapport au coach, je pense que Youssouf Daro, tout le monde le connaît, c'est un entraîneur qui a fait ses classes en Europe. Du coup, il y a cette ouverture d'esprit, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert à la vidéo, qui, je vais dire même qui aime la vidéo. Donc, il paraît même que vous partagez les mêmes sensations footballistiques. Absolument, parce que moi je suis, on va dire, quelqu'un qui aime le beau jeu, entre griffes, un football qui est construit, voilà, où on voit qu'il y a du travail derrière. Et lui aussi, il est dans cette dynamique-là. Donc lui, vraiment, la connexion, elle s'est faite de manière naturelle. Et on aime passer même plusieurs minutes, parfois des heures à discuter de tactique de football pour dire que lui, c'est quelqu'un avec qui, par rapport à la vidéo, ça passe crème. Par rapport aux joueurs, on les comprend. Ils ne sont pas réticents, mais ils ne comprennent pas forcément l'impact de ce que ça peut apporter. Mais quand même, il y a quelques joueurs qui m'interpellent, qui me demandent de faire des montages, qui discutent avec moi sur leur performance. Et voilà, ça m'arrive de faire de l'individuel avec certains joueurs, des fois à la demande du coach, des fois à la demande du joueur lui-même. Donc pour le moment, les joueurs ne sont pas totalement intéressés, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais je suis convaincu qu'à l'avenir, c'est eux-mêmes qui vont venir vers moi pour insister, pour avoir des retours individuels par rapport à leur performance. Quelles sont les informations principales justement que votre travail d'analyste vidéo apporte à ces joueurs, peut-être en termes d'intensité dans les courses et surtout dans des remarques? Pouvez-vous faire à partir de ce travail-là des remarques sur la récupération du joueur, par exemple? Pour faire un parallèle, au Giraffe, on a des capteurs GPS. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir des données physiques, soit tu vas aller payer des plateformes qui vont te produire ces données-là, de l'intelligence artificielle, soit toi-même tu as des capteurs GPS. Donc nous, on a des capteurs GPS qui nous permettent de traquer l'activité physique de nos joueurs. Donc par exemple, après un match, on a une plateforme dans laquelle on upload toutes les données. Par exemple, si un joueur vient me demander aujourd'hui, par exemple, je prends l'exemple de Ousseynou Touré, qui est un milieu défensif. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan sans ballon, est-ce que j'ai été bon? Ça peut se mesurer par le nombre de kilomètres parcourus, par le nombre de courses à haute intensité.
Donc à travers ces données que les GPS nous offrent, on peut lui faire un retour par rapport à sa performance sans ballon, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a couvert des zones. Et même avec ces données-là, on a ce qu'on appelle une heatmap, une carte de chaleur qui nous permet de voir l'activité du joueur. Les zones d'activité. Exactement, de voir un peu quelle était sa zone d'influence sur le terrain. Donc quand on lui fait ces retours, en plus de la vidéo, ça permet vraiment au joueur de pouvoir avoir un retour très pertinent de ce qu'il a fait de bon, comme de moins bon sur le terrain. Voilà, Ibrahima, tout à l'heure vous avez évoqué un aspect important de votre métier, c'est-à-dire observer les adversaires. Mais ici au Sénégal, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu peut-être les difficultés que vous rencontrez quand vous allez notamment à l'extérieur? Est-ce que l'accès est facile pour vous? Et est-ce que aussi vous avez tout le matériel pour pouvoir observer justement les adversaires? Déjà, il faut dire que c'est compliqué. C'est compliqué parce que les mentalités, et ça se comprend, ce n'est pas un reproche que je fais, mais je sais que les mentalités ne sont pas encore évoluées au point où on accepte que l'adversaire vienne et puisse observer et faire des retours à la mi-temps. La dernière qui m'est arrivée en date, c'était au Stade de Bourg. J'ai eu toutes les difficultés du monde à accéder à la tribune. Parce que ça aussi c'est un problème au niveau de la Ligue, parce que nous, analystes vidéo aujourd'hui, on n'est pas encore reconnu au niveau de la Ligue, donc on n'a pas de licence. Quand tu arrives, c'est difficile de te présenter. Je me présente comme analyste vidéo, des fois on m'envoie en tribune presse, des fois on m'envoie avec les supporters, mais l'essentiel pour moi c'est de pouvoir observer le match, de faire un rapport écrit et de partager avec le coach. Mais normalement, ce qui devait se faire, c'est que je devais pouvoir analyser en live. On a le matériel. Mais aujourd'hui, on n'a pas une caméra disponible uniquement pour moi. Et c'est difficile. Et même si on avait le matériel, c'est sûr qu'en tribune, avec les gens qui sont autour, le bruit, les bousculades, ce serait difficile. Donc on se contente de mon observation. Je descends à la mi-temps, on prend 4 à 5 minutes, on discute avec le coach, je lui fais des remarques et après on repart. D'accord. Nous allons à Paris justement pour écouter notre correspondant Elhadji Diaby qui nous dit un peu l'impact qu'a le métier d'analyse vidéo en France. Le métier d'analyse vidéo, c'est un métier d'avenir. Hein. Comme tu l'as précisé à travers ta question, ça va des clubs amateurs jusqu'à la Ligue 1. Donc c'est vraiment un métier en pleine expansion. En France, ils recherchent pas mal d'analystes vidéo d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux équipes de s'entraîner par rapport aux forces et aux faiblesses des adversaires qu'ils vont rencontrer durant le week-end. Moi, j'ai eu à parler plusieurs fois avec l'analyse vidéo de Caen. Et lui, comment lui préparait ses vidéos? C'était en fonction de l'adversaire qu'il rencontrait. Il faisait des séquences vidéo et il les envoyait à l'entraîneur. Et l'entraîneur programmait ses entraînements par rapport aux vidéos que l'analyste lui envoyait. Donc on voit bien que maintenant toutes les équipes se connaissent parce que chacun repère la faille de l'autre et les faiblesses et les forces de l'autre. Et ils travaillent sur ça pour pouvoir s'entraîner. Après, qu'est-ce que ça apporte aux joueurs? Des fois, quand on joue, on n'a pas forcément le visuel sur ce qu'on a fait de bien ou pas. La vidéo permet aux joueurs de se concentrer et de voir ses lacunes et ses faiblesses et de pouvoir travailler dessus. Donc je pense que c'est une bonne chose et voilà, c'est un métier en pleine expansion qui va augmenter d'ailleurs. De retour ici à Dakar, alors Ibrahima, nous allons parler globalement de la saison du Jaraaf qui après la première partie de saison est à 7 points du leader Casa Sport. Vous, de votre œil justement de technicien, comment vous évaluez cette première partie de saison? En tout cas, par rapport on va dire aux investissements, par rapport à tout ce que le président a mis en place et le comité derrière, on va dire que les résultats sont insatisfaisants pour le moment. Mais ça s'explique. Ça s'explique parce que ceux qui suivent le Jaraaf, ils savent qu'on a rarement eu un effectif au complet. Depuis, il me semble, la deuxième journée, on n'a pas notre effectif au complet. Ça commence avec notre latéral, le latéral droit du Jaraaf. Il est blessé depuis, il me semble, la deuxième journée. On a Pape Faragay contre la Linguère qui a une fracture qui est assez grave, lui aussi il est latéral. On a eu aussi Pape Bertumboup, notre ailier gauche, blessé. On a Babacar Diop, aussi notre défenseur central qui a été blessé. On a été obligé de jouer avec des juniors. On a joué sur plusieurs journées avec des juniors. Le coach a essayé en tout cas de colmater. Et c'est pas évident de jouer avec des jeunes joueurs surtout qui ne maîtrisent pas forcément le projet de jeu. Mais l'autre aspect aussi, c'est que
Quand on joue à domicile, ça aussi, même si ce n'est pas une excuse, parce que le coach il le dit, jouer sur une pelouse qui n'est pas forcément adaptée, ce n'est pas une excuse, mais quand même c'est dommageable. Vous parlez de la pelouse d'Iba Mar Diop. Absolument, quand on joue à Iba Mar, mais si vous regardez le Jaraaf, vous ne connaissez pas le Jaraaf. On ne prend pas de risque à vouloir ressortir court de derrière, on essaie de sauter, on se bat sur les deuxièmes ballons, parce qu'on l'a fait contre Dakar Sacré-Cœur. On a perdu et à un moment donné il faut s'adapter. Donc Iba Mar vraiment par rapport aux blessés, par rapport à Iba Mar, par rapport aussi à nos attaquants. Ça c'est le dernier point que je vais évoquer. On a pris des attaquants lors du mercato. Je parle d'Idriss Mbaye par exemple, qui est méconnaissable. Méconnaissable, même les gens qui l'ont connu savent que c'est un joueur aujourd'hui qui n'est plus ce joueur qu'il était. Donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui c'est difficile de pouvoir performer. Mais je suis sûr qu'on va arriver à proposer mieux lors de la deuxième partie. C'est ça. Quel correctif justement le coach pourrait apporter? Parce que je sais, vous avez la perte, vous ne l'avez pas évoqué, mais la perte de Bouli Junior Sambou, d'Albert Lamandier. 2 joueurs peut-être qui pèsent une vingtaine de buts la saison dernière. Vous avez tenté de remplacer, ça n'a pas marché. Mais justement, quel correctif apporter sur les entraînements spécifiques par exemple? Déjà, comme je l'ai dit, je pense que notre priorité aujourd'hui, c'est d'étoffer notre secteur offensif. Parce que le Jaraaf est faible sur le plan offensif. On se procure les occasions, mais on en marque très très peu. Et je pense que le club a déjà commencé. Contre le Stade de Mbour, on a pu avoir 2 joueurs, 2 attaquants. Konaté, je pense que c'est un Ivoirien qui vient, il me semble, du Stade d'Abidjan. Il y a aussi Khalil qui était à l'AS Pikine la saison dernière, qui était parti, il me semble, en Suisse, qui est revenu. Donc le premier élément, c'est d'abord d'étoffer notre ligne offensive. La deuxième chose, c'est de retrouver nos joueurs qui étaient blessés, parce que c'est important. Ce sont des cadres de notre équipe. Et je pense qu'avec cette deuxième partie de saison où les joueurs comprennent mieux ce que le coach attend d'eux, je pense qu'on peut voir un Jaraaf qui va faire de belles choses, ça j'en suis convaincu. En dehors du Jaraaf, comment avez-vous vécu la première partie de saison? On voit que le Casa est en tête, mais derrière ça pousse avec le GFC et le TFC. Voilà, comment analysez-vous la première partie de saison et comment voyez-vous un peu justement l'évolution footballistique du championnat local? On va dire que je suis le moins légitime en tout cas pour faire un jugement sur les autres. Mais là on interroge l'analyse vidéo, le technicien. D'accord. En tout cas, moi qui ai pu suivre en tout cas les différentes équipes à travers nos matchs à domicile et nos déplacements, je vois que ça s'améliore. On s'améliore notamment dans le plan du jeu et ça s'est vérifié quand on a amené notre équipe locale au Chan. On a vu qu'on avait quand même des joueurs de qualité. Mais moi, ce que peut-être je déplore un peu, c'est le manque d'audace des techniciens. Souvent, quand tu joues des équipes, c'est des équipes qui, je ne veux pas dire qu'ils ne proposent rien, mais qui ne proposent pas grand-chose. Aucune prise de risque. Elles viennent avec un bloc bas, 4-4-2. Quasiment toutes les équipes avec lesquelles on a joué, très peu d'équipes viennent avec des intentions. 4-4-2, bloc bas, elles te laissent avec le ballon. Et à chaque fois, parce que quand tu as le ballon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas le perdre. Et chaque fois que tu perds le ballon, ils essaient d'aller piquer et d'essayer de te surprendre. Et moi, je pense que ce n'est pas ça qui va vendre notre football. Les gens qui viennent au stade, ils viennent pour voir du spectacle. Nous, en tout cas, on a joué des matchs où on a vu des équipes qui ont proposé très peu, qui sont venues avec des blocs bas, des 4-4-2 et qui nous ont laissé le ballon, tout en espérant qu'on fasse des erreurs pour qu'ils puissent contre-attaquer. Et on est tombé dans ce piège-là à 2 ou 3 fois. Et à un moment donné, même si tu as toutes les meilleures intentions du monde, à un moment donné, tu commences à lutter. Parce que quand tu perds des points faciles comme ça face à des équipes qui, forcément, sur 90 minutes, tu as été largement meilleur et que tu perds le match, tu commences toi aussi à vouloir t'adapter. Et si tout le monde s'adapte, tout le monde ne propose rien du tout, finalement, c'est notre football et l'image qu'elle va renvoyer qui ne sera pas la meilleure. Et le spectateur qui vient au stade, il ne prendra pas un certain plaisir. Donc il y a une évolution par rapport à ce qui se faisait dans les années précédentes. C'est beaucoup plus ouvert, mais on n'est pas encore à ce niveau où quand tu viens au stade, tu prends vraiment du plaisir à avoir 2 équipes joueuses qui proposent quelque chose et que tu vois sur le plan tactique de très très belles choses. En tout cas sur ce plan-là, il y a encore du travail, mais il faut dire qu'il y a une évolution, mais on doit aller encore beaucoup plus haut.
C'est ça, pour rester dans le cadre de notre championnat, quand une équipe, le leader prend 25 points sur 39 possibles, et quand le meilleur buteur est également à 7 buts sur 13 rencontres, comment vous, l'analyste vidéo, analysez justement le niveau de ce championnat-là en termes de spectacle? En termes de spectacle, c'est comme j'ai dit, les équipes, elles sont dans un état d'esprit, je ne veux pas perdre. L'essentiel, c'est au pire de partir avec le match nul. Aujourd'hui, je suis sûr que si les équipes s'ouvraient beaucoup plus, on aurait des joueurs qui marqueraient plus. Et je pense que les équipes aussi prendraient beaucoup plus de points. Alors, le Casa Sport qui est leader, il me semble qu'ils ont 25 points sur 39 possibles. En tout cas, on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Et j'espère en tout cas que dans les années à venir, on va tendre à vraiment avoir un championnat où on joue au football. Parce que si on veut, par exemple, que les grands médias viennent ici, qu'ils achètent notre football, qu'il soit diffusé un peu comme ce que fait Canal avec la Côte d'Ivoire, ils ne vont pas venir prendre un championnat où on ne joue pas au football. Donc pour moi, on doit tendre en tout cas vers ça. Et voilà, j'espère qu'à l'avenir, on aura vraiment un football plaisant et que quand le supporter ira au stade, il paiera son argent et il se dira à la fin que voilà, j'ai pris du bénéfice. Quelles sont les attentes du Jaraaf avec peut-être ce déménagement au stade des HLM? Quelles sont les attentes en tant qu'analyste aussi dans le jeu, le progrès que vous attendez en tout cas de votre équipe? C'est de voir en tout cas un meilleur Jaraaf, un meilleur visage du Jaraaf, parce que comme je l'ai dit, si vous venez à Ibamar, vous voyez que l'équipe ne joue pas ce football-là. Et quand on connaît le coach d'avant, on sait que c'est un coach qui joue au football. Exact. Si on joue au stade des HLM, déjà la pelouse est beaucoup plus grande, on aura beaucoup plus d'espace pour s'exprimer. Même si les adversaires viennent avec des blocs compacts, quand tu as beaucoup plus d'espace, ça te donne beaucoup plus de marge. Donc je pense que sur le plan du jeu, on aura un meilleur Jaraaf. Et je pense que aussi les consignes du coach, son plan de jeu, je pense qu'il pourra s'exprimer beaucoup mieux dans cet espace-là. En tout cas, je pense que ce déménagement-là pourrait vraiment apporter une plus-value par rapport à la qualité de notre jeu et nous permettre en tout cas d'aller chercher cette première place-là. D'accord. Alors maintenant, Ibrahim, on va parler de l'actualité avec la Coupe d'Afrique Junior qui se tient actuellement en Égypte. Et on a vu les Lionceaux survoler un peu le premier tour avec 3 victoires, 8 buts marqués, 0 buts encaissés. Voilà, comment jugez-vous un peu cette équipe de Malik Daf? Nous, on a joué l'équipe de Malik Daf en match amical 2 fois. La première fois, j'étais choqué. J'étais choqué par l'intensité que ces gosses-là mettent quand ils jouent au football. On a joué à Toubab Dialaw, malgré que c'est le Jaraaf, et quand on regarde un peu le gabarit des joueurs, c'est différent. Mais les gosses, ils étaient à l'abattage, en tout cas, il y avait du répondant. On a joué un deuxième match où ils nous ont battu 2-0, c'était à 1 mois de la compétition. C'est dans le cadre de leur préparation. Donc moi, je savais que c'était une équipe très redoutable. Et quand tu viens, tu les vois, ce qu'ils proposent sur le rectangle vert, moi, je le dis de façon très honnête, c'est la meilleure équipe de ce tournoi, un peu avec la Gambie qui est elle aussi une assez bonne équipe. Donc je ne suis pas surpris des résultats. Ce qui me surprendrait, c'est de ne pas voir cette équipe gagner cette compétition. Donc pour moi, c'est une équipe qui est un mix d'individualité et de collectif. Et le football, c'est ça qu'on recherche. Une équipe équilibrée, une équipe qui a des individualités pour briller, mais quand il s'agit de jouer en groupe, c'est une équipe qui est capable de jouer en équipe. Et je pense que c'est une très grande qualité. Et c'est le moment pour moi de saluer le travail du coach Malik Daf. Parce que ce n'est pas évident d'arriver à produire ce contenu collectif-là. Donc c'est une très belle équipe. On espère en tout cas qu'on va aller chercher cette CAN et aller à la Coupe du Monde et faire une très belle prestation. De l'équipe nationale, on va passer à une autre en évoquant le CHAN qui s'est déroulé il y a moins d'un mois. Je voudrais savoir un peu vous, si on regarde un peu la philosophie de jeu de Pape Thiaw, avec notamment le pressing, les sorties de balle qu'on a vu, le travail sur coup de pied arrêté avec les combinaisons. Qu'est-ce que ce sacre-là, mais surtout sur le plan footballistique, comment ce sacre peut réjaillir sur le football local? Déjà, je pense qu'il faut féliciter le coach Pape Thiaw. Je pense que c'est la première fois que le Sénégal gagne ce CHAN-là. On a couru pendant des années derrière ce trophée-là. Et je pense que c'est lui qui a eu l'opportunité et la chance de gagner ce trophée, il faut le féliciter. Et comme tu viens de le dire, c'est une équipe qui a montré beaucoup de belles choses. Et ça veut dire tout simplement que le coach il a fait un bon travail. Maintenant, ce que ça peut amener à notre football, déjà je pense que ça a commencé parce que la Ligue elle a publié un document dans lequel elle est en train de redistribuer un peu les gains aux différentes aux différents clubs en fonction du niveau, la Ligue 1, la Ligue 2, les clubs de national. Déjà, pour moi, c'est déjà un premier pas.
de redistribuer équitablement les gains pour permettre aux clubs financièrement d'être prêts à faire face à ce championnat. Parce que le football, c'est de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être compétitif. La preuve, pourquoi le Sénégal aujourd'hui a des difficultés en compétition africaine quand on va jouer des équipes marocaines ou des équipes algériennes? Parce que tout simplement, ils ont sur le plan financier beaucoup plus d'argent comme ça. Et chaque saison, qu'est-ce qui se passe? Ils nous prennent nos meilleurs joueurs. Et nous, on va en compétition en étant affaiblis. Donc quand tu as les moyens, ça te permet non seulement de conserver tes joueurs, et quand tu vas aller jouer l'Afrique, là tu vas jouer l'Afrique avec toutes ses chances. C'est l'exemple du Tenguet. Si vous vous souvenez quand le coach d'abord avait qualifié le Tenguet à la compétition africaine, mais il y avait les joueurs qui ne sont pas partis parce qu'il y avait la période de Covid. Et les Pape Ousmane Sakho, les Djibril Silla, ils étaient tous là. Et ça veut dire tout simplement que quand tu gardes tes meilleurs joueurs, il y a cette possibilité-là d'aller faire de très belles choses. L'autre chose, c'est que ce CHAN va mettre un coup de projecteur sur notre football. Je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes vont s'intéresser à notre championnat. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de continuer à le valoriser par la qualité de notre football, par aussi ce qu'on montre sur le terrain. Je vais faire une petite digression pour parler un peu de ces clubs qui sont toujours dans ces pratiques mystiques de façon ostentatoire. Pour moi, ça ne rend pas une belle image de notre football. En tout cas, ce CHAN, pour terminer dessus, c'est une belle vitrine en tout cas pour notre football et j'espère qu'elle nous permettra de vendre beaucoup plus notre football aux yeux du monde. Ibrahima, dernière question, ce sera par rapport à l'équipe nationale du Sénégal. Au mois de mars, on aura les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Depuis la Coupe du Monde, l'élimination face à l'Angleterre, et justement pour se projeter dans ces matchs-là, comment vous voyez-vous aussi l'évolution technique sur Aliou Cissé? Aliou Cissé, déjà, il faut le féliciter parce que je pense que tout le monde l'a félicité parce que pour le sacre, la Coupe d'Afrique qu'il a gagnée, on n'a pas eu cette coupe-là en cours et derrière depuis des années. Tout n'est pas parfait avec Aliou. Mais Aliou, il a fait le pari du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est que lui, il ne se tarde pas à ce que son équipe pratique le meilleur football. Pour lui, ce sont les résultats. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Mais lors de la Coupe du Monde, il faut dire qu'il y a des choses que tout le monde a vues. L'équipe a montré des insuffisances. Et l'équipe, aujourd'hui, je pense qu'il y a des joueurs qui sont là pour bousculer la hiérarchie. Moi, ce que j'attends de Aliou, c'est qu'il ait ce flair-là pour ouvrir son 11. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gosses comme Iliman Ndiaye. Pour moi, ils toquent à la porte. Pâté 6. Aujourd'hui, on a vu à la Coupe du Monde que, oui, avoir des cadres, c'est bon, mais il y a certains cadres qui ne sont plus à leur meilleur niveau. Donc moi, j'attends de lui qu'il fasse évoluer les choses, qu'il ouvre, qu'il permette à certains joueurs de s'exprimer, parce que c'est comme ça qu'il va renouveler son 11. Et je pense que s'il va dans cette direction-là, il y a moyen d'aller chercher cette Coupe d'Afrique-là en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous arrivons au terme de cette première émission de Décrypte Sport sur votre chaîne SportBuzz TV. Nous remercions chaleureusement Ibrahima Diop, analyste vidéo du Jaraaf. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie parce que c'est toujours un plaisir de parler de football. Donc c'est une passion commune et j'espère en tout cas que tout ce qu'on a pu dire ici pourra être apprécié par les internautes. Merci Tafa aussi de nous avoir accompagnés. Merci Aziz, merci également à Ibrahima Diop qui a vraiment été brillant en tout cas pour ce premier numéro de Décrypte Sport et à qui on souhaite bonne chance pour la suite de l'aventure avec les Jaraaf. On souhaite également bonne chance au Jaraaf qui nous a également ouvert ses portes récemment pour un reportage global. Nous remercions aussi nos abonnés et nous vous donnons rendez-vous bientôt.